Bienvenue sur la plateforme École au Mali. Nous sommes dans la suite de nos présentations concernant l'aide et les devenirs. Et comme on vous avait annoncé que nous allons procéder par une subdivision par période et par auteur pour faire l'approche de la question de l'aide et des devenirs. Les 2 semaines, dans nos 2 dernières vidéos, nous avons parlé de l'aide et des devenirs pendant l'époque médiévale. Et maintenant, nous devons passer à la 3e époque. Il s'agit de l'époque moderne et vous parler de ce qu'a été l'aide et les devenirs pendant cette période. Et avant de parler des philosophes à proprement parler sur la question, nous allons d'abord vous présenter cette période, ses spécificités et ses généralités, et également la vie intellectuelle et comment ça fonctionnait pendant l'époque moderne. Donc, c'est toujours à votre service, le professeur de philosophie, Yaya Sangaré. Bon, d'abord, nous allons voir les généralités. Si nous regardons l'époque moderne, c'est la période qui suit immédiatement l'époque médiévale. Selon le découpage de l'histoire, comme toutes les époques, c'est quelques grandes dates qui sont retenues comme point de départ de l'époque moderne. On a 1492. Cette date est à la fois la fin de l'époque médiévale et aussi le début de l'époque moderne. Cette date, nous l'avons déjà dit, correspond à la découverte de l'Amérique, par Christophe Colomb. Cette date mémorable, 1492, est retenue comme telle parce que c'est énormément de transformations sociales, politiques, économiques, etc., et intellectuelles surtout, qui vont intervenir. C'est pour la raison pour laquelle cette date est maintenue comme étant le point de départ de l'époque moderne. Ensuite, il y a 1792. Cette date nous rappelle d'abord 1789, qui est le début de la Révolution française, et là c'est la fin. Donc ça rappelle simplement la Révolution française. Et on sait que la Révolution française est aussi une des dates importantes de l'histoire de l'humanité, et précisément l'histoire de l'Occident, et a eu un impact important sur la vie intellectuelle et singulièrement dans le domaine de la philosophie. Nous avons, entre autres situations qui ont marqué l'avènement de l'époque moderne. Il s'agit tout d'abord de la Renaissance. Qui parle de l'époque moderne parle de Renaissance. La Renaissance. La Renaissance est une période fortement intellectuelle où on a vu l'émergence d'un certain nombre de situations qui sont, entre autres, le recul de l'humanisme. Il y a d'abord le recul de l'humanisme. On sait que pendant l'époque médiévale, il y a beaucoup de courants philosophiques qui mettaient l'homme au centre, qui donnaient plus d'importance à l'humain même, et finalement les sciences et les autres pans de la réflexion philosophique étaient négligés au profit de ce seul courant. Et donc on va constater nécessairement un certain recul à ce niveau-là. Il y a un fait important
c'est l'abandon pur et simple, l'abandon pur et simple de la langue grecque et du latin progressivement. La langue grecque, qui était considérée comme l'unique langue de la science et de la philosophie, serait abandonnée pendant la Renaissance. Il faut aussi ajouter le mépris il y aura un certain mépris en direction de l'érudition. On sait que l'époque médiévale avait privilégié l'acquisition des connaissances et en grande quantité, c'est-à-dire on formait les gens pour qu'ils soient bourrés de savoir. En fait, il s'agissait de remplir les crânes, à être des érudits. C'est ça l'érudition. Et cette pratique scolastique va être abandonnée. Autant dire que c'est l'enseignement scolastique même qui va être rejeté. L'enseignement scolastique qui a caractérisé l'époque médiévale, qui a caractérisé le Moyen-Âge, sera abandonné au profit d'un nouveau système qui va donner un nouvel élan à la science, à la recherche scientifique et à la philosophie. Au lieu de se baser sur les écritures comme étant l'unique source du savoir, on va passer à la recherche individuelle. Les savants et autres philosophes, hommes de science, vont faire de nouvelles investigations personnelles, c'est-à-dire constater, partir sur la base des observations, sur la réalité, en vue de concocter de nouvelles connaissances qui ne sont pas forcément celles qu'on trouvait dans les documents déjà écrits. Ensuite, il y a l'utilisation, à côté de l'abandon du grec, il y aura l'utilisation des langues qu'on appelait vulgaires, des langues dites vulgaires. Les langues vulgaires, il s'agit de l'anglais et du français. On sait très bien que pendant l'époque médiévale, ces langues n'étaient pas utilisées. Pour la simple raison, on les considérait comme des langues non appropriées à la science et à la réflexion philosophique. D'ailleurs, jusqu'à René Descartes, avec son fameux discours de la méthode, tous les écrits étaient soit en grec ou en latin. Donc Descartes est pratiquement le premier penseur à inaugurer l'introduction, à introduire donc le français, et on verra plus tard d'autres penseurs anglais comme Berkeley, comme John Locke, comme Thomas Hobbes, qui vont commencer à écrire en anglais. Donc il y a un abandon progressif des langues médiévales telles que le latin, qui est la langue de l'Église par excellence. Et enfin, on a la réduction de l'influence de l'Église. Réduction de l'influence de l'Église sur la philosophie et les philosophes, bien sûr, sur la philosophie et les sciences. On se souvient de cette intervention spectaculaire de l'Église par la condamnation en 1633 de Galilée. Après que l'Église ait condamné Galilée pour ses découvertes scientifiques, qualifié d'hérétique, de péché grave, d'erreur, l'Église n'aura plus de pouvoir, n'aura plus autant d'influence sur les chercheurs, sur les savants et les philosophes.
Désormais, on va assister à l'émergence de philosophes individuels qui volent par leurs propres ailes, qui sont soutenus non pas par l'Église, mais qui sont soutenus par des particuliers, par des mécènes, par des rois, qui vont financer et investir dans les sciences. Donc, il y a l'influence de l'Église qui va diminuer beaucoup.